C'était aujourd'hui l'anniversaire de ma fille. Je suis entré dans les bureaux de la prestigieuse maison de haute couture où elle travaillait, portant un bouquet de tournesols éclatants. Au moment même où j'ai franchi la porte, j'ai entendu une voix hurlante demander comment une petite vermine aussi sale osait toucher à ses affaires. À travers une fente dans le verre dépoli de la salle de création, j'ai vu ma fille à genoux, en train de sangloter. Et quand j'ai regardé la femme qui lui criait dessus, mon sang s'est glacé car cette femme était mon épouse, Viviane. Avant de vous raconter la suite, laissez-moi vous expliquer comment la matinée avait commencé, car chaque détail compte. Les tournesols m'avaient coûté 15 € chez un fleuriste de rue sur le boulevard Haussmann. Ma fille Claire adorait les tournesols depuis qu'elle avait 4 ans, l'époque où sa mère Diane en avait planté une rangée le long de notre clôture à Versailles. Diane est décédée il y a 6 ans d'un cancer du pancréas, avec seulement 11 semaines entre le diagnostic et les obsèques. J'avais bâti un empire de logistique maritime à partir de rien, négociant dans des salles de conseil sur 3 continents sans jamais scier, mais rien de tout cela ne m'avait préparé à voir la personne qui maintenait l'équilibre de ma vie disparaître aussi vite. Ce matin n'était pourtant pas placé sous le signe du deuil, il s'agissait de surprendre ma fille au travail pour son anniversaire. Je portais une vieille veste olive un peu élimée au poignet, achetée dans un surplus militaire l'année où j'avais quitté les parachutistes. Mon assistant, Marc Vallet, avec moi depuis 11 ans et mon frère d'armes bien avant cela, avait haussé un sourcil en me voyant, me rappelant que j'avais 3 costumes sur mesure de chez de Fursac dans mon dressing. Je lui ai répondu que je le savais parfaitement. Il comprenait, comme il comprenait toujours, que certains jours exigent la version de soi-même qui existait avant l'argent. Claire avait accepté un stage de design au sein du groupe Elite Couture 8 mois plus tôt sans m'en parler avant d'avoir signé son contrat. C'était tout elle. Elle n'utilisait jamais mon nom dans le milieu professionnel. Pour tout le monde chez Elite, elle n'était qu'une stagiaire de 23 ans venant de Versailles, très douée pour son travail et très discrète sur sa vie privée. Je respectais cela totalement. Je me suis garé à 2 pâtés de maison de l'immeuble situé près de l'avenue Montaigne, je me suis enregistré à l'accueil comme visiteur surprise et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage. C'est là que j'ai entendu les voix derrière les portes en verre dépoli du département de création. Une voix était tranchante, entraînée à blesser sans avoir besoin de hausser le ton. L'autre était calme, c'était la voix de ma fille, le son de quelqu'un qui supporte l'insupportable en restant figé. La voix aigre lui disait de se regarder, la traitant de petite moins que rien fauché venant de nulle part, lui demandant comment elle avait pu croire qu'elle avait le droit de toucher à cette collection. Puis, plus fort, elle a répété cette injure sur la vermine qui touchait à ses affaires. Je me suis penché vers l'ouverture du cadre de la porte et elle était là, mon épouse Viviane. À côté d'elle se tenait sa fille issue d'une précédente union, Cassandre Lefebvre, 28 ans, les bras croisés, observant Claire avec un amusement méprisant. Cassandre a glissé que Claire était d'une lenteur incroyable tout en examinant ses ongles, ajoutant qu'ils embauchaient vraiment n'importe qui de nos jours. Viviane a forcé Claire à ramasser les pages éparpillées d'un portfolio sur le sol, une par une, à genoux, pendant que Cassandre riait en disant que c'était une position appropriée pour quelqu'un de son milieu. Puis Viviane a porté le coup de grâce en suggérant avec une fausse douceur que ce stage n'était peut-être pas fait pour elle. Alors qu'elle et Cassandre sortaient, Cassandre a balayé d'un revers de main les pages soigneusement réempilées pour les renvoyer au sol en disant « Oups ». Je n'ai pas franchi cette porte. Je me suis reculé dans une alcôve et je les ai laissés passer à 2 mètres de moi sans qu'elle m'aperçoive. Puis j'ai regardé ma fille, désormais seule, ramasser ses pages pour la 2e fois, tandis que 2 employés qui avaient tout vu fixer le sol sans bouger. Quelque chose dans ma poitrine ne s'est pas brisé, cela a volé en éclats pour devenir quelque chose de plus froid et de plus permanent que la simple colère, c'était une décision. Car voici ce que j'ai compris en restant dans ce couloir, ce n'était pas une coïncidence. Viviane avait des rendez-vous, un portfolio, Cassandre était apprêtée et prête. Elle avait choisi l'anniversaire de Claire exprès pour faire le maximum de dégâts, tout cela avait été planifié. J'ai posé les tournesols au pied de l'immeuble et j'ai appelé Marc. Je lui ai ordonné de sortir tout ce qu'il pouvait sur le groupe Elite Couture et de découvrir depuis combien de temps Viviane savait que Claire travaillait là, pas quand elle l'avait découvert, mais depuis combien de temps elle le savait sans rien dire. Le temps que je rentre dans ma maison de Neuilly, Marc était déjà à la table de la cuisine avec 3 bloc-notes remplis d'écritures manuscrites. Ce qu'il avait trouvé en 3 heures m'a fait regretter qu'il l'ait trouvé. Viviane était au courant du travail de Claire depuis au moins 3 semaines, ce qui était confirmé par un déjeuner qu'elle avait eu avec la directrice d'Élite, payé sur le compte familial,
suivi 2 jours plus tard d'un rendez-vous VIP inopiné dont elle ne m'avait jamais parlé. Pire encore, sur 22 mois, des transferts systématiques avaient vidé nos comptes communs. Chaque montant était assez petit pour éviter un contrôle automatique, mais le total s'élevait à 750 000 €, détournés vers une société écran au Luxembourg et un compte personnel au nom de Cassandre. En France, déplacer ainsi des actifs matrimoniaux à l'insu d'un conjoint de plus de 65 ans s'apparente à un abus de faiblesse financier. Et mon avocat depuis 4 ans, maître Didier Séguin, facturait Viviane en privé pour des services codés comme de la préparation de documents. En clair, il l'aidait à rédiger un nouveau testament. Puis Marc m'a dit la partie qui a jeté un froid dans la pièce. Mes analyses de sang de juillet montraient des marqueurs que mon médecin attribuait à l'âge, mais Marc avait demandé à un ami toxicologue de les examiner. Ces mêmes marqueurs peuvent aussi indiquer une exposition prolongée à de faibles doses de sédatifs. J'ai pensé au verre de vin rouge que Viviane me versait chaque soir, toujours d'une bouteille qu'elle ouvrait elle-même, toujours tendue directement de sa main à la mienne. J'ai repensé au tremblement de mes mains que j'avais mis sur le compte de la vieillesse. J'ai envoyé un SMS à Claire ce soir-là pour lui souhaiter un bon anniversaire en lui disant que je l'aimais. Elle m'a répondu avec un emoji tournesol et 3 mots, « Je t'aime papa ». Elle n'avait aucune idée de ce que je savais désormais, et j'avais l'intention de garder cela ainsi jusqu'à ce que je sois prêt à agir. Je n'ai pas dormi. À 6h15 le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à une clinique privée et j'ai donné mon sang à un toxicologue nommé Dr Chevalier. Pendant que je redescendais vers Paris, une infirmière de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière m'a appelé. Claire avait eu un accident de voiture sur le boulevard de Grenelle, percutée par l'arrière par un gros véhicule qui ne s'était jamais arrêté. Elle était en vie, des côtes froissées, une entorse au poignet, une coupure au-dessus du sourcil, mais vivante. Assis à côté de son lit d'hôpital, je lui ai demandé de me dire la vérité. Et ce qui est ressorti n'était pas seulement lié à l'accident. Son ordinateur portable avait disparu 2 semaines plus tôt, sa voiture avait été rayée dans le parking de l'entreprise, quelqu'un l'avait dénoncé anonymement aux ressources humaines pour vol 3 jours auparavant. Elle s'était dit qu'elle était paranoïaque, mais elle ne l'était pas. Cet après-midi-là, le docteur Chevalier a appelé avec les résultats toxicologiques. Il y avait du Temizépam, un sédatif sur ordonnance, présent selon un schéma correspondant à 4 à 8 mois de dosage délibéré et contrôlé. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un m'en donnait en quantité assez petite pour que je ne le remarque pas, mais assez grande pour me garder docile, plus suggestible, moins enclin à poser des questions ou à m'opposer à quelqu'un en qui j'avais confiance. Le même jour, Marc a récupéré les images de vidéosurveillance du boulevard de Grenelle. Une Audi Q7 gris foncé louée le matin même dans une agence près de la gare du Nord sous un faux nom, payée par une carte remontant à la même société écran luxembourgeoise qui vidait nos comptes. J'ai appelé Marc avec 3 ordres, geler chaque compte joint que Viviane pouvait toucher avant la fermeture des banques, trouver un avocat en droit de la famille sans aucun lien avec mon équipe juridique actuelle, il en avait déjà une en tête, maître Catherine Deloffre, la meilleure de Paris. Et sortir chaque bouteille de vin de cette maison avant que Viviane ne rentre sans qu'elle sache pourquoi. Puis je suis allé voir Jeanne Mercier, mon assistante de direction depuis 12 ans. Elle avait été contrainte. Cassandre avait déterré une vieille erreur financière déjà remboursée concernant le fils de Jeanne et s'en servait comme levier, forçant Jeanne à lui remettre mon calendrier et à confirmer le lieu de travail de Claire. Jeanne avait refusé de donner mes identifiants médicaux, ce qui était la seule limite qu'elle ne voulait pas franchir. Elle a rédigé une déclaration complète ce soir-là et a appelé maître Deloffre avant de s'endormir. Le lendemain matin, Marc est arrivé avec une enveloppe et un visage de quelqu'un qui n'avait pas fermé l'œil. Il m'a dit que son nom légal n'était pas Viviane Holt mais Véronique Masson, née à Marseille en 1972. La famille de la haute bourgeoisie, l'école privée, rien de tout cela n'était réel. Elle avait construit cette identité en 2004 et vivait ainsi depuis 20 ans. Elle avait eu 2 mariages précédents sous cette même fausse identité, un promoteur immobilier à Lyon qui avait perdu 2 millions d'euros et un chirurgien à Nice décédé d'un arrêt cardiaque 14 mois après leur mariage, sa succession ayant été contestée par ses propres enfants. Un mariage construit sur une identité fabriquée n'est pas un motif de divorce en France, c'est un motif de nullité, traité comme s'il n'avait jamais légalement existé. Aucun bien commun, tout restait à moi. Il y avait une autre photographie dans cette enveloppe, une image de vidéosurveillance d'une salle de stockage montrant Cassandre elle-même en train de couper la couture d'une robe à 30 000 €. La même robe qu'elle et Viviane prévoyaient d'accuser publiquement Claire d'avoir gâché.
et une seconde image du parking montrant Cassandre en train de trafiquer le boîtier du capteur de frein sur la voiture de Claire 3 jours avant l'accident. C'était la dernière pièce dont j'avais besoin. J'ai appelé Dominique Ferrand, l'actionnaire majoritaire du groupe Elite, et j'ai racheté ses 40% de parts le même après-midi, avec une prime de 15% en espèces, sans condition. À 15h17, je possédais 60% de l'entreprise qui avait laissé ma fille être torturée pendant des mois. Personne là-bas ne le saurait avant qu'il ne soit trop tard. J'ai tout apporté sur le bureau de l'inspecteur Adrien Renard, le rapport toxicologique, la piste financière, les photos de surveillance, la déclaration signée de Jeanne. Il a confirmé scientifiquement le sabotage des freins et a rédigé des mandats d'arrêt pour agression avec préméditation contre Cassandre, empoisonnement criminel et abus de faiblesse financier contre Viviane. Je lui ai donné une information sur l'endroit où elles se trouveraient toutes les deux le lendemain soir, au gala annuel du groupe Elite. Je suis allé voir Claire à l'hôpital pour lui dire, et c'est là que ma fille m'a appris quelque chose qui m'a glacé. 7 mois plus tôt, elle était tombée par hasard sur un fil de mail sur notre compte cloud partagé, un brouillon de mon testament m'écartant totalement d'elle au profit de Viviane et d'une fiducie au nom de Cassandre. Elle ne savait pas si je l'avais demandé moi-même et elle ne voulait pas être la fille qui accusait la femme de son père sans preuve. Alors au lieu de m'affronter, elle avait commencé à documenter discrètement tout le reste, mes réactions ralenties, mes phrases répétées, le rituel du vin. En février, elle avait appelé Marc avec une intuition inexpliquée concernant la vérification de mon sang pour des sédatifs. Cette intuition était le point de départ de tout ce que Marc avait confirmé plus tard de son côté. Elle avait surpris Cassandre mentionner son lieu de travail lors d'un dîner des mois plus tôt et avait compris alors que Cassandre savait exactement où elle travaillait mais avait choisi de se taire, ce qui lui avait tout dit sur ce qui se préparait. Elle gardait un carnet dans son casier chez Elite et non dans son appartement, car elle soupçonnait avec raison que quelqu'un pourrait fouiller chez elle. Ma fille menait sa propre enquête discrète en parallèle de la mienne depuis 7 mois, me protégeant de sa propre peur, de la même façon que je l'avais protégée de la mienne. Nous menions la même opération par des bouts différents a-t-elle dit, ajoutant qu'il était temps de comparer nos notes. Le gala avait lieu le lendemain soir. Je portais le costume noir que Diane m'avait aidé à choisir pour ses propres funérailles. 400 personnes remplissaient la salle de bal d'un palace parisien. Marc avait placé les hommes de l'inspecteur Renard en civil autour de la salle. À 19h40, Viviane est montée sur scène sans y être invitée et a accusé une stagiaire anonyme d'avoir détruit une robe de collection. Cassandre s'est penchée vers le micro et a demandé à haute voix comment une moins que rien comme Claire avait pu se voir confier une telle pièce. 400 visages se sont tournés vers la table de ma fille. Je suis monté sur scène et j'ai pris le micro. J'ai dit que mon nom était Raymond Morel et que j'étais le père de Claire Morel. J'ai expliqué à l'Assemblée, lentement et sans hausser le ton, que la femme qui venait de parler ne s'appelait pas Viviane Morel mais que son vrai nom était Véronique Masson, que tout son passé était inventé et que les papiers de nullité du mariage avaient déjà été déposés le matin même. Je leur ai parlé des 750 000 € détournés via une société écran. J'ai brandi la photo de surveillance montrant Cassandre coupant la robe elle-même. J'ai révélé que Sandrine Vasseur, la directrice d'Elite, avait reçu 60 000 € de cette même société écran pour s'assurer que les évaluations de ma fille soient catastrophiques et que sa position devienne intenable. Et je leur ai annoncé que depuis l'après-midi précédent, je possédais 60% de la société dans laquelle ils se trouvaient tous. Cassandre a foncé vers la sortie et s'est jetée directement sur le chemin d'un officier. L'inspecteur Renard est monté sur scène avec les mandats. J'ai prononcé un seul mot à l'intention de Viviane, son vrai prénom, Véronique, calmement devant toutes les caméras de la salle, et j'ai vu 20 ans de construction méticuleuse s'effondrer sur son visage. Didier Séguin, paniqué, a approché Marc au milieu du chaos pour essayer de négocier et lui a remis par la même occasion des aveux complets enregistrés. J'ai fait monter Claire sur scène, j'ai passé mon bras avec précaution autour de ses côtes froissées et j'ai dit à ces 400 personnes exactement qui elle était, une diplômée avec mention de la Sorbonne qui avait gagné sa place sans jamais utiliser mon nom. Qui avait été humiliée dans ce bâtiment et envoyée à l'hôpital par des gens présents dans cette pièce, et qui était aussi l'unique héritière de tout ce que je possédais. Plus tard cette nuit-là, Viviane a demandé à me voir depuis sa cellule de garde à vue sans la présence de son avocat. Je ne suis pas entré, mais je suis resté derrière la vitre et je l'ai regardé, seul, toujours en robe de soirée, le visage enfin naturel, ne jouant plus de rôle pour personne, juste fatigué d'une manière qui semblait, pour la première fois en 2 ans, réelle. L'officier de service m'a dit qu'elle n'avait dit qu'une seule chose en arrivant, qu'elle n'avait pas prévu de rester aussi longtemps.
Je n'ai jamais eu de réponse claire sur ce que cela signifiait. Certaines choses ne se résolvent pas, on apprend juste à vivre avec. Cassandre a accepté un accord, 2 ans de détention, une amende et une ordonnance d'éloignement permanente. Viviane a été condamnée à 18 mois avec sursis assorti de 2 ans de mise à l'épreuve, au remboursement intégral des sommes détournées et à un suivi psychologique obligatoire. Sandrine Vasseur n'a gardé son poste que le temps de présenter des excuses de vive voix à ma fille avant que mes avocats ne s'occupent du reste. La contrainte exercée sur Jeanne Mercier a été officiellement reconnue et son casier est resté vierge. Elle était de retour à son bureau le lundi suivant, le café déjà servi. Claire est retournée chez Elite, non pas comme stagiaire, mais comme directrice du développement créatif, rattachée directement au conseil d'administration. Elle a imposé une condition, pas de faveur, pas d'ajustement, elle gagnerait sa place de la même manière qu'auparavant. En décembre, je suis passé devant le même fleuriste sur le boulevard Haussmann et j'ai acheté 2 autres bouquets de tournesol. Je les ai apportés à son bureau où ceux de son anniversaire étaient toujours là, séchés et recourbés dans un mug sur son bureau. Elle m'a dit qu'elle les gardait jusqu'à ce qu'ils aient fini leur temps. Je me suis assis en face de ma fille dans cette pièce où tout avait commencé, sous la lumière de décembre, et je lui ai raconté ma matinée. J'avais passé 2 ans à faire confiance à une performance au lieu d'observer les faits. La confiance sans discernement n'est pas une vertu, c'est juste de la vulnérabilité dans un beau costume. Cette histoire nous rappelle avec force que les apparences sont souvent trompeuses, même au sein du cercle familial le plus intime. La trahison de Viviane et Cassandre ne visait pas seulement l'argent, mais cherchait à briser l'identité et l'estime de soi d'une jeune femme talentueuse. La leçon fondamentale ici est que la véritable force ne réside pas dans la richesse, mais dans la vigilance et la loyauté. Claire a prouvé que son intégrité était sa plus grande arme, menant sa propre enquête tout en restant fidèle à ses valeurs. De son côté, Raymond a compris que l'amour paternel exige parfois de redevenir le protecteur qu'il était autrefois, loin des artifices du succès. La fin du récit souligne que la justice finit par rattraper ceux qui manipulent les autres pour leur propre profit. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà été confronté à une personne dont vous avez découvert le vrai visage trop tard? Pensez-vous que Raymond a eu raison de gérer cette situation de manière aussi publique et radicale? Partagez vos réflexions dans les commentaires.